Ce soir, j'aimerais parler de la vie sans cargo, enfin avec quelques petites infidélités, quoi, parce que vous allez voir que c'est quand même dur de se défaire de cargo complètement. Une slide sur moi, je m'appelle Amos Bengar, j'ai 35 ans, oui, j'habite à Lyon, oui, oui, oui. Je suis connu un tout petit peu en ligne sous le nom de Faster Than Lime parce que j'ai un blog, parce que j'ai des vidéos YouTube, etc. Ça veut dire que des fois dans des confs on m'invite, ça veut dire que dans d'autres confs on m'invite pas. Je fais énormément d'open source, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui utilise mon open source. Et puis voilà, j'ai ma boîte qui s'appelle Berkov, donc je suis très fier. J'ai Coolbert, c'est ma mascotte, en bas à droite. Voilà, alors pour parler de la vie sans cargo, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est cargo pour les gens qui ne font pas de Rust parmi nous. Et puis pour expliquer ce que c'est cargo, il faut parler des énantiomères. Qu'est-ce que c'est les énantiomères? Eh bien, c'est par exemple deux molécules qui sont l'image miroir l'une de l'autre, mais qu'on ne peut pas superposer. Donc on a par exemple la kétamine et l'eskétamine, voilà, qui sont deux substances. Le skétamine est utilisé comme un médicament, il faut le savoir. On a le citalopram et l'escitalopram, qui sont deux antidépresseurs très connus, donc j'ai testé personnellement, je recommande. Et on a donc le cargo et l'escargot. Voilà, donc cargo est donc l'énantiomère de l'escargot. Voilà. Très fier de cette blague, c'est pour ça que je suis venu faire un tour. Merci. Donc cargo, c'est quand même plein de sous-commandes. On a build, check, clean, doc, new init, add, remove, run, test, bench, update, search, publish, install and install. Mes souhaits. Ça fait quand même beaucoup, surtout que j'ai menti, il y en a beaucoup plus. Hein. Donc cargo, c'est un petit peu, ça fait un peu tout. Ça fait un peu tout et pas de manière forcément très bien. Parce que quand on a un seul outil qui fait tout, et qu'on a peu de gens qui s'occupent de le maintenir, et ben voilà, il y a forcément des petits problèmes. Par exemple, si on fait un build tout à fait standard, puis qu'on fait un build avec une feature optionnelle qu'on a activée, puis qu'on refait le build standard de tout à l'heure, et ben c'est pas instantané. Ça ne réutilise pas ce qu'il y a là parce qu'il y a des trucs qui ont été écrasés à l'étape 2. Si on fait deux builds exactement les mêmes, les uns après les autres, on pourrait s'attendre à ce que ça soit instantané. Mais en fait, non. Parce qu'il y a tout un tas de fichiers que Cargo doit lire et interpréter et calculer avant de se rendre compte que, en fait, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est en cours. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va prendre du temps. Mais voilà, il y a 5 de mes features unstable Cargo favorites. Quand je suis forcé, contraint d'utiliser Cargo, j'utilise ces trucs-là. Je ne veux pas expliquer ce que ça fait, vous pouvez aller les voir vous-même. Je tenais quand même à remercier Ed Page, qui bosse aussi sur Clap et plein d'autres trucs, mais qui bosse beaucoup sur Cargo, et qui, à chaque fois que je me plains de Cargo en ligne, vient me répondre en disant on est en train de bosser là-dessus. Donc, merci Ed à chaque fois me dire tout ce qui se passe sur Cargo. Bon, maintenant qu'on a remercié les gens, un vrai build system. Un vrai. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que c'est un vrai build system? C'est globalement, dans ma tête, Bazel de chez Google, Buck2 de chez Meta, anciennement Facebook. Il y en a sûrement d'autres, je ne les connais pas, vous pouvez m'en parler tout à l'heure quand on va manger des trucs. Un vrai build system, ça a plein de propriétés super intéressantes. Par exemple, c'est hermétique. Ça veut dire qu'on ne va pas utiliser un compilateur C juste parce qu'il est dans le quartier, juste parce qu'il est à côté, on ne va pas l'utiliser comme ça. Tout est défini, on a des toolchains, tout est la même chose partout, on n'a pas d'environnement, on ne lit pas l'environnement, on ne découvre pas des trucs comme ça. On n'utilise pas des trucs comme package config pour trouver les librairies système. De manière générale, les librairies système, elles n'existent pas. On les compile, on définit tout nous-mêmes. C'est pas il y a Ubuntu, il y a SQLite, non, c'est défini ça. Okay, il n'y a pas de build script. Les build scripts, c'est le mal. On en reparle dans 3 minutes. Au moment où on fait le build, où on exécute le build, on ne découvre plus rien. On sait déjà tout. Il y a deux phases vraiment très distinctes. Il y a on évalue les règles pour construire un graphe et on exécute ce graphe. Et au moment de l'exécution, c'est trop tard pour découvrir des nouvelles informations. On ne peut pas... Alors que Cargo, c'est différent. Alors un vrai build system, c'est aussi ne pas avoir d'effet de bord. Donc ça veut dire qu'on laisse le système comme on l'a trouvé. Donc on ne va pas mettre un apt-get install en plein milieu. Ça c'est un truc qu'on trouve, je ne sais pas, dans des scripts, dans les makefiles, dans les machins, des trucs un peu... Ça dépend. Il y a des gens qui diront jamais de la vie un makefile, c'est pas du tout fait pour ça, mais concrètement, on peut exécuter ce qu'on veut, donc il y a toujours l'option. Dans un vrai build system, toutes les actions du graphe sont faites dans des bacs à sable. J'ai essayé de traduire en français, c'est lourd pour tout le monde. C'est dans des sandbox, dans des conteneurs, dans des micro-VM, dans des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'on peut contrôler tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Donc on sait exactement les fichiers qu'on donne dans le bac à sable. On sait qu'il n'y a pas d'accès au réseau, etc. Et du coup, c'est hermétique. Alors, d'autres propriétés importantes. Un vrai build system, c'est déterministe. Si on met les mêmes entrées, on va avoir les mêmes sorties. Ça, c'est super important.
Et ça veut dire que le langage qu'on utilise pour déterminer les règles de construction, ça va être un truc qui n'est pas Turing complet. Alors, qui sait ce que ça veut dire Turing complet? Ok. Qui veut expliquer à la classe ce que ça veut dire Turing complet? Personne ne se dévoue? Vas-y, vas-y. On peut faire des boucles. Non, mais c'est exactement ça. En gros, dans un langage Turing complet, on peut faire des programmes qui ne finissent pas, qui utilisent toute la mémoire, on peut faire un peu de tout. Là, avec Starlark, qui est utilisé par Basel et par Bug2, et sûrement par d'autres que je ne connais pas, et dont vous allez me parler tout à l'heure, on peut faire certaines boucles. Mais concrètement, on fait surtout des trucs comme ça. On déclare un truc, voilà, c'est des tableaux, c'est des objets, c'est des machins, c'est déclaratif. Voilà. Il y a quand même le concept que le build system peut te donner un tableau et puis tu peux faire une boucle sur le tableau. Voilà. Mais c'est un truc très fini, c'est très contraint. On ne peut pas avoir un truc qui explose en combination, qui... Voilà. On ne peut pas lire des fichiers au hasard. Il n'y a pas de notion de temps. On ne peut pas accidentellement mettre la date d'aujourd'hui dans le build. Ça, c'est interdit. Et puis, voilà, des boucles limitées. Je suis trop passionné par mon talk. Je prends une seconde pour respirer. Un vrai build system, c'est déclaratif. Bon, on vient de le voir. Mais j'avais dit, c'est deux phases très importantes. On construit le graphe et on exécute le graphe séparément. Ce qui veut dire qu'au moment où on a ces règles, où on écrit du Starlark, on n'est pas encore en train de builder. On ne va pas dire, vas-y, lance Rusté. Non, on dit, il va falloir à un moment lancer Rusté avec ses entrées, ses sorties. Voilà, c'est tout. On décrit ce qui va se passer. Un vrai build system, c'est aussi reproductible, un mot qui n'existe pas en français. C'est quelque chose qui découle naturellement des autres propriétés qu'on a. Si on ne lit pas dans l'environnement, si on contrôle toutes nos entrées, qu'il n'y a pas de Turing complétion, eh bien, il n'y a pas de problème. Si on fait la même chose deux fois, il y aura deux fois la même sortie, du coup c'est reproductible, bit par bit, il y aura exactement la même chose. Et du coup, par conséquence, c'est adressable par contenu. Imaginez, vous avez votre graphe. Et puis à la fin, ça donne un exécutable. Voilà, vous faites un exécutable, peut-être que l'exécutable c'est Bacon. Voilà, vous construisez Bacon, il y a plein de fichiers d'entrée, etc. Ça fait toutes les actions, ça vous fait un exécutable. Et bien, vous pouvez. Le résultat ne sera pas nommé Bacon. Il sera nommé une somme, SHA-256 probablement, de tout l'arbre, de toutes les entrées qui ont contribué à ça. Et du coup, ça veut dire que si vous changez une feature, vous activez la fonctionnalité son de Bacon, par exemple, ça ne va pas écrire sur le même endroit. Ça va écrire sur un autre truc, parce que ça va changer le hash, c'est pas les mêmes entrées, c'est pas la même somme, c'est pas le même truc. Voilà. Et donc, dans des boîtes comme Google et Meta, chez qui j'ai jamais vraiment discuté avec les gens, donc j'espère que ça se passe vraiment comme ça, mais il y a un cache central en fait. Tout ce qui est construit est caché au même endroit, et tout le monde peut le réutiliser, et c'est que c'est valable en fait. Donc il n'y a plus d'histoire de ça marche sur ma machine. Ben non, camarade, ça marche sur notre machine. Ça marche partout pareil, parce que le build il est exactement le même partout, parce que tout le monde a le même graphe, et tout est réutilisable. Et on peut faire de l'exécution à distance. Un des trucs qui est chouette avec Bug2, c'est que là j'ai un Mac, vous avez remarqué, et ben je peux envoyer des commandes sur un serveur Linux, et ça fait un build Linux. Voilà. Donc c'est pas de la cross-compilation, mais c'est de l'exécution à distance. C'est le même protocole entre Basel et Bug2 d'ailleurs, ils ne partagent pas que Starlark. Ils ont, je sais pas, ils ont des communalités. Mais du coup, la question qui vous brûle les lèvres, est-ce que ça vaut le coup de s'embêter avec tout ça? Eh bien, j'ai 3 slides qui vont dire oui, et puis j'ai 5 slides qui vont dire peut-être pas. Donc ça, c'est la première. Donc ça, c'est un build à froid, donc rien du tout, on part de rien du tout. J'ai même complètement supprimé le dossier cargo, le cargo home, donc il est obligé de retélécharger tous les paquets. Pourquoi? Parce que dans Bug2, il les télécharge de toute façon. Donc pour que la comparaison soit voilà, équivalente, on est obligé d'effacer les tags. Voilà. Donc on voit qu'il y a une différence de 35 secondes du côté de Cargo, 25 secondes du côté de Bug2, vous arrivez à lire. Bugout est plus gros, pourquoi? Parce qu'il a téléchargé les paquets directement là-dedans, alors que Cargo fout des trucs partout dans l'environnement, il a foutu ça dans Cargo Home, c'est dégueulasse. Voilà. Ça c'est un build à chaud. Alors Bug2 prend 0,067 secondes. Pourquoi? Parce qu'il a un serveur en fait. Quand on fait Bug2 build, il démarre un serveur. Et puis, un petit peu comme Bacon, il va surveiller avec Notify les différents fichiers, les différentes entrées. Et il sait, en fait, la prochaine fois qu'on l'invoque, il sait déjà tout ce qui a changé. Donc, il n'a pas besoin de rescanner tout le disque comme Cargo le fait. Et également, il n'a pas besoin de repayer le coût de relire, désérialiser, réinterpréter, etc., toutes ces structures de données, parce qu'elles sont déjà en mémoire. Donc, ça va vachement plus vite. C'est un peu triché aussi.
Et puis le test qui est quand même le plus intéressant, le plus important, si on rajoute une ligne, là dans une dépendance d'une dépendance de mon binaire, c'est vraiment le code de mon site, et ben qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne vraiment une différence? Oui, méchante la différence. Là franchement on est 21 secondes contre 8 secondes 5. Là oui, franchement ça fait envie. Franchement là je suis content de ma démonstration. Je suis content d'avoir passé des jours et des jours avec l'aide de l'intelligence artificielle à avoir écrit 87 000 lignes de buck. Quand même. Voilà, cargo.toml, on connaît. Qu'est-ce qu'on met dans cargo.toml? On a le nom du paquet, la licence, 2-3 mots-clés et puis nos dépendances. Voilà, c'est pas compliqué, cargo.toml. Ouais. Voilà. Buck, 87 000 lignes. Alors, c'est mon monorepo, donc il y a tout le code de mon site web. J'imagine un code de site web, quoi, c'est du back-end. Attends, mais il y a une astérisque là. Voilà, l'astérisque, c'est... Voilà, il y en a 84 000 qui sont générés. Fort heureusement, je n'ai pas écrit 87 000 lignes de buck à la main. C'est généré par Reindeer, qui est aussi maintenu par les gens de chez Meta. Il ne reste donc que 3 000 lignes à écrire à la main. Reindeer, qu'est-ce que ça fait? Ça prend toutes vos dépendances, ça prend votre cargo.toml, ça va toutes vos dépendances et ça génère des fichiers buck pour ça. Donc ça passe par cargo. Et puis ça demande comment il faut builder tout ça. Et puis voilà, ça génère des fichiers buck pour tout le monde pour que ça les importe dans votre graphe buck. Après, c'est buck qui va builder tout ça. Donc de nouveau, il y a un peu de la triche. Ça, c'est quelque chose que Cargo fait à la volée. Quand on fait notre cargo build depuis zéro, là qu'on a zéro truc, il doit tout télécharger, faire son graphe lui-même, savoir comment builder. Buck 2, c'est déjà tout préparé. Il télécharge des fichiers, mais il sait où les télécharger, quelle taille ils font, quelles dépendances ils ont, avant de les télécharger. Donc voilà, c'est de la triche. Alors pourquoi on a quand même 3000 lignes qui restent à écrire à la main? Ça paraît beaucoup. Parce qu'il y a des build scripts. Voilà, les build scripts, c'est la dèche. C'est la dèche dans Buck 2. Mais on en a besoin parce qu'on fait du code gen des fois. Je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent protobuf, peut-être. Voilà, on écrit des déclarations de type, de service, etc. Une des manières de l'utiliser en Rust, c'est d'utiliser prost build. Donc au temps de la compilation, ça va parser le fichier .proto, ça va émettre des fichiers Rust qui vont du coup être rajoutés à la compilation. C'est très utile. Parce que feature détection, parce que Rust-C a rajouté certaines possibilités à certaines versions. Du coup, il y a des crates qui disent si on a Rusté plus que 1.72, on aimerait bien activer ça, sinon on va voir un truc plus lent, mais voilà. Donc il n'y a pas de manière de faire ça autre que d'avoir un build script comme ça. Aussi parce qu'on a besoin de librairies système dans l'univers Cargo. Pourquoi pas, on link avec SQLite, avec d'autres trucs, donc on a besoin de les trouver. Ou alors de compiler du code C carrément qui est dans la crate. Ça peut être utile. Un truc qui est hyper utilisé on en est très 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 fiers dans la communauté Rust, c'est RustLS, une implémentation de TLS entièrement en Rust, et en assembleur, parce qu'on est obligé, parce que pour faire de la crypto, pas de la crypto-monnaie, pour faire de la cryptographie, il faut avoir des opérations à temps fixe, et ça, faire ça en Rust ou en C, c'est un projet de recherche en 2025. Il y a des progrès en LLVM, mais pour l'instant, il faut utiliser de l'assembleur, et du coup, non. Du coup, c'est un non. En Buck 2, on essaie d'éviter. On préfère Boring SSL ou même OpenSSL. Voilà. Et puis, il y a les proc macros. Qui a déjà utilisé SQLX, qui, au moment de la compilation, se connecte à une base de données, SQLite ou Postgres ou machin, dans un univers où le build system est hermétique, etc. C'est non, c'est oula, c'est pas du tout. Donc, il faut le faire en avance. De nouveau, il y a une partie du build qui se fait en amont. On fait ça vous parle que si vous avez fait SQLX, mais on prépare toutes les queries, on définit ça comme des entrées du build system, etc. On est un petit peu entre deux mondes. Du coup, comment on fait quand on dépense sur des crates qui utilisent des build scripts ou des proc macros et qu'on veut utiliser Buck 2? Eh bien, on les patch à la main. Moi, mon monorepo, c'est 45 000 lignes de Rust. Et c'est 119 fixup. Donc 119 crates qui ne marcheraient pas si on n'appliquerait pas un patch. Et les patchs, c'est surtout... celui-là, c'est un build script tout simple, on peut le faire tourner. Ça, c'est du C à compiler. On va le compiler dans Buck, du coup, donc on va écrire des fichiers Buck pour le code C qui est compilé, puis ensuite on va le leaker avec le reste. C'est au cas par cas. Voilà, il y a un gars qui a un repo sur GitHub qui partage des fixups pour des crates, il essaie de rassembler un peu tout. Il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas de package manager des fixups de Buck 2. C'est vraiment... on est 15 sur un Discord. C'est vraiment pour vous donner l'idée. Et puis c'est pas fini.
Parce que là, on a parlé du build. Mais quid des tests? De Cargo Test ou Cargo Next Test ou Bacon? Voilà, il y a un bug de test, mais ça change les habitudes. De nouveau, ça a des propriétés super sympas, mais on est toujours un peu entre deux chaises. Cargo Check, Cargo Clippy, même combat. Pour les gens qui utilisent Rust Analyzer, je sais qu'il y a des gens qui ne pratiquent pas, vous pouvez utiliser Cargo Check, Cargo Clippy comme action de check. Donc Rust Analyzer fait sa propre analyse de tout ce qu'il y a dans votre code, mais il y a quand même, quand vous sauvegardez, il fait cargo check et il y a des diagnostics en plus qui arrivent. Quand on utilise Bug2 pour builder son projet, c'est un petit peu du gaspillage d'utiliser cargo check à côté, alors qu'on pourrait utiliser Bug pour ça. Mais comment faire pour que Rust Analyzer utilise Bug? Eh bien, il y a un truc qui s'appelle rustproject.json. Qui a déjà entendu parler de rustproject.json? Et bien voilà. Et bien comme vous pouvez imaginer, c'est très bien supporté. Et il n'y a aucun edge case et tout le monde est content. Alors, verdict, est-ce que ça vaut le coup? Je ne vais pas me mouiller, hein, c'est compliqué, honnêtement. Franchement, à ce stade, je ne sais pas. C'est quand même fait pour des gros poissons, Google et Meta, et quelques tordus sur un Discord. Il y a vraiment un Discord, hein, il y a vraiment des gens de Meta qui répondent aux questions, c'est sympa. Mais il faut quand même avoir de la volonté pour faire tout ça. Voilà, moi, si je n'avais pas eu l'aide de l'intelligence artificielle, je ne serais pas allé au bout de la migration, très clairement. La bonne nouvelle, c'est que Starlark est assez vieux pour que l'intelligence artificielle savent. Dans le modèle, il est au courant des règles. Donc ça, c'est pratique. Qu'est-ce que j'aimerais, moi? J'aimerais pas ça, vraiment, parce que je trouve que c'est trop de maintenance à la main, c'est trop un écosystème divisé comme ça. J'aimerais un peu un entre-deux. J'aimerais un truc où, oui, ça fait le graphe d'exécution, on a toutes les belles propriétés qu'on avait, c'est hermétique, c'est reproducible, c'est tout ce que tu veux, mais un truc qui connaît un tout petit peu plus les conventions Rust, etc., où il y a moins besoin d'écrire les évidences, en fait. Je trouve que le fait qu'il y ait Reindeer qui permet de générer plein de trucs, mais il ne faut pas oublier à chaque fois qu'on ajoute une crête dans les dépendances, il ne faut pas oublier de relancer Reindeer, sinon ça casse le build. Tout ça, c'est un peu pénible. Moi, j'aimerais un truc un petit peu entre deux. J'ai quelques idées, elles ne sont pas prêtes du tout, ne vous inquiétez pas, mon talk s'arrête ici. Mais voilà, je trouve que ça serait chouette qu'il y ait plus d'expérimentation dans ce domaine et de systèmes de build en fait, qui ne sont ni cargo, ni Bug2 ni Basel, mais autre chose en fait, qu'on sorte de cette monoculture du cargo où toutes les crates partent du principe qu'il y a cargo dans le coin, alors que non, c'est rusté la base, c'est pas cargo. Voilà, je mourrai sur cette montagne. Voilà. Qui a des questions? Denis, en premier. Une remarque. Je trouve ça intéressant, en particulier parce que cargo, c'est quand même assez merdique aujourd'hui la construction, en particulier parce que ça pose d'énormes problèmes de sécurité. Ouais. Tout le monde entend parler des problèmes avec Node, oui. Avec les crates, pas des crates, je ne sais plus comment ça s'appelle, les packages qui font n'importe quoi. On a la même chose en théorie en Rust, c'est-à-dire que faire n'importe quoi à la compilation, c'est super facile. En Rust, on a les bolts.rs, mais on a aussi les pkg config, des compilos qui sont appelés n'importe comment. On ne s'est pas encore pris de grosses crises, je ne sais pas pourquoi. On va se prendre des très grosses crises. Et l'une des raisons pour lesquelles Bug2 n'est pas aujourd'hui efficace, c'est parce qu'on dépend d'un écosystème qui est merdique. On a on accepte beaucoup trop de crates qui se permettent n'importe quoi à la compile. Et aujourd'hui, il devrait y avoir, le mouvement Bug2 devrait faire partie d'un mouvement de nettoyage pour ne plus dépendre de toutes ces crates qui nous mettent en danger. Oui. En revanche, ça nécessiterait de standardiser comment compiler du C, comment faire tout un tas de choses. Oui, mais... Et standardiser quelque chose dans le monde de Rust, c'est très long. Oui. Parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Et du coup, le fait qu'il y ait cet échappatoire, mais je suis d'accord avec toi, c'était pas une question, mais oui, je suis d'accord avec toi. Cet échappatoire, on peut avoir un build script qui peut faire n'importe quoi. Il y a plein de gens qui ont dit « Oh, il devrait y avoir une sandbox » ou « Oh, ça devrait être déclaratif » ou « Oh, c'est pas une bonne idée ». Oui, ben ouais, mais c'est trop tard. Le chat, il est sorti du chapeau, c'est pas comme ça qu'on dit. C'est trop tard, on peut pas... Ouais. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir un environnement, des crates VT, je ne sais pas comment on dit en français, vérifiés, qu'un environnement propre par défaut n'utilise que des crates qui ne font pas appel à ce genre d'astuces. On pourrait faire un label qualité des crates, tout à fait. Ouais. D'autres questions par exemple? Yes. Alors déjà, je voulais dire merci pour le talk. Ça fait toujours plaisir d'avoir un talk sur les build systems reproductibles et déclaratifs, hermétiques, tout ça. Ouais. Ma première question, c'était
est-ce que toi, du coup, en pratique, sur ton monorepo, est-ce que tu es allé jusqu'au bout, c'est-à-dire que chaque fois que tu lances une compilation, même un build de debug, il utilise ton build, il utilise bug2 du coup, ou est-ce que voilà, tu fais les deux, c'est-à-dire moi j'utilise un peu, mais je fais les deux, c'est-à-dire quand sur ma machine en local, je compile en local et je m'emmerde pas. Tu utilises bug2 ? Non, alors moi je fais Bazel et justement je l'ai pas fait en Rust et j'étais en train de on regarder est quand même deux. Il y a d'autres gens qui utilisent bug2 ou Bazel. Est-ce que vous pouvez lever la main ? On est quand même deux. Non, on est deux, mais... Non, mais c'est fou qu'on soit deux quand même. C'est-à-dire, moi, sur Rust, déjà, je ne l'ai pas mis en place. J'étais en train de regarder sur Techrate si tu avais, un build pour un Bazel ou un truc comme ça que je pouvais récupérer parce que ça m'intéresse, justement. C'est tout privé, désolé. J'ai compris que c'est sur ton monorepo. Donc, ma question, c'était déjà, est-ce que tu le fais, est-ce que tu le fais au quotidien Non, ça, c'était l'expérience. C'est que pour le build. Je suis arrivé au bout de l'expérience, j'avais tout qui buildait, j'étais content. J'ai décidé de faire ce talk et ensuite j'étais distrait, je suis passé à quelque chose d'autre pendant un mois et j'ai dû vite fixer mon build bug2 juste avant de venir ici. Donc non, la réponse c'est non. Est-ce que je vais vraiment le faire ? Je pense que oui, parce que... Toi tu veux vraiment aller jusque là ? Parce que je l'utilise aussi pour... Non, alors bon, ok. Je suis allé jusqu'au bout dans le sens où ça fait tout mon code Rust, ça le compile pour Mac et pour Linux. Okay. Il y a une composante WebAssembly parce que j'ai des projets en cours qui ont du Rust front-end. Comme je déploie sur Kubernetes, ça fait des container images aussi de tout ça. Et tout ça, c'est géré par Buck. Donc c'est très attirant. Parce que laisse-moi te dire qu'un Dockerfile, c'est pas... Voilà, j'en ai marre de regarder Docker build. Donc c'est super chouette. Mais je suis arrivé à la phase où c'est cool, mais c'est quand même pénible de devoir maintenir ces deux... Voilà, de temps en temps, tu as besoin de faire cargo test, cargo check, tu fais un truc en CI, tu es dans l'écosystème. Là, je suis un peu dans ce truc où mon monorepo, il a bug2, mes trucs open source, ils ont cargo standard, ils sont sur GitHub Action. C'est pénible, c'est même pour le cerveau, enfin, tu switches tout le temps. Donc là, j'en suis arrivé au stade où je dis, bon, il me reste encore des sous dans la trésor. J'aime bien cette histoire de challenge de build system. Là, je suis en mode... Je vais essayer de faire mon propre build system. Mais bon, voilà, ça va donner rien, je vais changer d'avis dans un mois, voilà, vous attendez à rien du tout. Mais je ne suis pas pressé d'avoir un truc qui fonctionne vraiment bien, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire entre les deux qui est vraiment pas mal. Donc pour répondre à ta question, non, je ne l'utilise pas activement. C'était plus vraiment pour avoir des nombres. Et alors, si je peux enchaîner, j'ai une deuxième question. Est-ce que tu as des opinions sur, pour Rust en particulier, sur Bazel versus Nix versus Bug2, quoi ? Ou est-ce que tu as essentiellement essayé Bug2 ? Je ne sais même pas si les autres sont bien supportés pour Rust. Ok. Bazel et Bug2, c'est comparable dans la mesure où il y a les mêmes concepts avec des noms différents. Je ne sais même pas vraiment pourquoi Meta n'utilise pas Bazel. Ça pourrait être des raisons politiques, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas non plus. Nix, moi, je m'en suis séparé pour des raisons politiques, clairement, pas pour des raisons techniques. Même si, honnêtement, au niveau technique, c'était la même galère que Bug2, c'est-à-dire tu maintiens tout un truc parallèle pour des bénéfices qui sont... Ça dépend, enfin... Nix, en théorie, c'est super, mais quand tu as besoin de construire du Rust, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas. C'est prévu pour du C, du machin. Enfin, les Rust, il faut que tu aies plein de fichiers ensemble pour que ça ait du sens. Tu peux pas... voilà. Rust, tu ne peux pas compiler chaque fichier .rs séparément et ensuite tout... Voilà. Tu as besoin d'avoir tout en même temps. Donc, ça ne se marie pas vraiment avec un truc comme Nix. Donc, il y a plein de solutions en cours, mais c'est des trucs très, très compliqués. Enfin, je suis arrivé au stade où j'en ai parlé sur Twitter et le mec qui développe le truc pour construire du Rust avec Nix m'a contacté et m'a dit j'ajoute des trucs si tu as besoin, dis-moi s'il y a des bugs et tout. Et je dis bon, si c'en est à ce stade-là, ça ne m'intéresse pas. Il faut que l'écosystème soit stable avant qu'on arrive. Ouais, Bazel c'est plus vieux, c'est plus stable, tu auras moins de problèmes. Bug2 c'est plus jeune, c'est écrit en Rust lui-même. Mais il faut vraiment que je te donne le lien du Discord si tu veux avoir une chance de t'en sortir. Ouais, quoi. Ok, merci beaucoup. Pas de souci. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vais fermer la danse. Voilà, merci à moi-même d'avoir donné ce deuxième talk. Je pense qu'on peut m'applaudir. Merci.